Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de notre émission Santé Intime. Je suis Henriette Francine et je suis accompagnée du docteur Solano qui va aborder aujourd'hui une question qui concerne beaucoup de parents. Il s'agit de la pornographie. Pourquoi est-ce qu'il faut interdire la pornographie aux enfants? Bonjour docteur Solano. Bonjour Henriette. Alors, docteur Solano, vous êtes médecin sexologue et vous tenez à dire aux parents qu'il faut interdire aux enfants et aux adolescents de regarder des images qui ne sont pas adaptées à leur âge. Oui, tout à fait. Alors, je pense vraiment qu'il faut interdire la pornographie aux enfants, mais déjà parce que c'est la loi. En France, il y a un article du Code pénal qui est le numéro 227-24 et qui interdit de diffuser par quelque moyen que ce soit un message à caractère pornographique à destination des enfants. Donc, c'est-à-dire quand il est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Et donc c'est quand même grave parce que c'est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Donc c'est vraiment interdit de mettre de la pornographie à disposition des mineurs. Alors là, je parle de la France, mais il y a ce type de loi dans quasiment tous les pays, en tout cas tous les pays qui ont envie de protéger les enfants parce que la pornographie, c'est toxique pour les enfants. Là, vous nous parlez de l'existence d'une loi qui interdit des images à caractère pornographique. Pourtant, de nos jours, encore beaucoup d'enfants et d'adolescents sont exposés à ce genre d'images. Oui, effectivement, malheureusement, en France, il y avait une étude de l'Arcom, qui est le régulateur de la communication audiovisuelle, et qui montrait en 2023, dès 12 ans, en moyenne, plus de la moitié des garçons se rendent chaque mois sur des sites pornographiques, et près des 2/3, ils vont chaque mois entre 16 et 17 ans. Donc c'est vraiment beaucoup. Et en moyenne, 12% de l'audience des sites pornographiques elle est réalisée par des mineurs. Et les enquêtes montrent que l'exposition des mineurs au contenu pornographique, c'est en forte progression sur Internet. Donc ça s'arrange pas, disons. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement pourquoi l'exposition à ce type d'image pornographique est catastrophique pour les enfants et les adolescents? Il y a plein de raisons, mais pour lesquelles la pornographie, c'est toxique pour les enfants. Il y a une étude qui a montré, par exemple, que plus un jeune garçon regarde tôt de la pornographie, plus par la suite, il va avoir une attitude sexiste, cherchant à dominer les femmes. Donc c'est déjà une chose très inquiétante. D'autre part, dans la pornographie, on relie la violence et la sexualité, pas seulement le manque de respect envers les femmes, mais la violence. Et puis, elle installe dans le cerveau des enfants et des adolescents des fantasmes pornographiques et une vision complètement faussée des relations amoureuses. D'accord. Mais est-ce que c'est vraiment efficace de contrôler, voire d'interdire la pornographie, vu qu'on dit souvent que ce qui est interdit a plus de saveur, en quelque sorte? Oui, vous avez raison, quand on interdit quelque chose, ça peut donner envie d'aller voir ce que c'est. Mais en fait, on sait qu'interdire quelque chose aux enfants, c'est efficace. Comment on le sait? Parce que des études scientifiques ont montré que les enfants fument moins si les parents leur disent « je t'interdis de fumer ». Alors, c'est très probablement la même chose pour la pornographie, donc il vaut mieux dire aux enfants, je t'interdis de regarder de la pornographie. Alors bien sûr, quand on interdit, ça suffit pas de dire je t'interdis de faire ceci, je t'interdis de faire cela, il faut également leur expliquer pourquoi on leur interdit la pornographie. Et leur dire par exemple, ce que je souhaite, moi, c'est que tu sois heureux dans ta vie sexuelle, que tu saches aimer et être aimé, que tu sois respecté, que tu saches respecter les autres, et c'est pour ça que je t'interdis la pornographie, parce que ça va dans le mauvais sens. Ça va t'apprendre des choses fausses, ça va te montrer de la violence et tu ne sauras absolument rien de ce que c'est qu'une vraie vie sexuelle avec une belle relation à l'autre en regardant de la pornographie. Tu auras moins de chances d'avoir une belle vie sexuelle et amoureuse. Et quand je dis ça, il faut pas croire que je ne suis pas réaliste, parce que bien sûr, il faut être réaliste. Votre enfant, même si vous lui interdisez de fumer, il y a des chances qu'il essaye 1 ou 2 fois de fumer. Si vous lui interdisez la pornographie, il va peut-être regarder une fois ce que c'est. Mais c'est pas la même chose que devenir un consommateur régulier de tabac ou un consommateur régulier de pornographie. Et on sait que interdire, sur le long terme, en tout cas, c'est efficace. Alors, bien sûr, même regarder de la pornographie quelquefois, c'est interdit, mais c'est pas du tout pareil qu'un enfant qui devient vraiment consommateur régulier ou carrément addict à la pornographie, parce que ça c'est encore plus embêtant, et plus on en regarde, plus ça va formater le cerveau et plus ça va influencer la vie sexuelle. Donc c'est vraiment important d'interdire la pornographie parce que ça pose un cadre aux enfants et aux adolescents. Très bien. Et pouvez-vous nous parler de l'impact, en quoi la pornographie a-t-elle un impact négatif sur la vie sexuelle future?
Bon, la pornographie, ça a un impact catastrophique sur la vie sexuelle des gens. Moi, je le vois en consultation, tout simplement. Ça entraîne des tas de difficultés, par exemple des complexes. Déjà, les jeunes garçons ont l'impression que leur sexe, il est trop petit, parce que forcément, les personnes qu'ils voient dans la pornographie sont sélectionnées par rapport à leur mensuration, pas par rapport à autre chose. Et donc, forcément, les gens qui regardent ça se disent « mais moi, je suis pas comme ça ». Donc, déjà complexe. Ça, c'est déjà très embêtant parce que ça peut énormément faire peur. Après, on a peur d'être jugé, etc. Et puis ensuite, par exemple, les jeunes garçons, ils ont l'impression qu'il faut tenir très longtemps. Ils ont tous l'impression d'avoir une éjaculation précoce en disant « moi, je suis trop rapide » parce que dans la pornographie, on coupe les scènes et puis on en met 10 de suite. Ils se disent « moi, je pourrais jamais faire ça ». Bon. Et puis, même quand tout va bien, ils ont l'impression que ça fonctionne pas bien, qu'ils sont pas normaux au niveau anatomie. Ils ont aussi l'impression que leur éjaculation, elle a pas beaucoup de volume parce qu'il y a des montages, etc. Donc déjà, ils ont une idée fausse. Et puis, moi, ce que je vois en consultation, c'est pas encore tellement ça, c'est plus des hommes ou des jeunes hommes surtout qui ont des problèmes d'érection et qui ont des difficultés à avoir une éjaculation. Parce que, en fait, quand on regarde de la pornographie, on a une espèce d'habituation et on a beaucoup plus de mal à avoir une bonne érection et beaucoup plus de mal à déclencher une éjaculation. Donc il y a des hommes, ils ont un blocage total. Moi j'ai un patient de 23 ans, il me dit je n'ai plus aucune érection avec ma copine. Il regarde de la pornographie tous les jours depuis qu'il a 12 ou 13 ans. Forcément, ça l'a pas aidé. Et puis, bon, le pire, c'est même pas ces choses techniques, c'est le fait qu'on sait par des études aussi que les consommateurs de pornographie sont beaucoup moins heureux dans leur vie sexuelle, moins proches émotionnellement de leur partenaire, ils la jugent plus mal, donc c'est un peu dommage de consommer quelque chose qui vous rend moins heureux. Bien dit. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de l'émission où le docteur Solano répond à vos questions. Alors, docteur, Daniel de Kinshasa demande, les préliminaires sont-ils obligatoires ou juste une phase importante? Ne risque-t-on pas d'épuiser sa vigueur pendant les préliminaires et de risquer une éjaculation précoce? Les préliminaires, c'est vraiment indispensable dans un rapport sexuel parce que c'est ça qui permet à un homme d'avoir une érection suffisante et à une femme une lubrification suffisante. Suffisante pourquoi? Suffisante pour pouvoir faire une pénétration. Mais parfois, les préliminaires sont pas... Ce qu'on appelle les préliminaires, ça paraît pas forcément indispensable parce que c'est aussi dans la tête les préliminaires. C'est pas seulement les caresses. Et donc, par exemple, si vous êtes très amoureux, vous êtes en couple, mais vous vivez pas ensemble, vous pouvez déjà avoir du désir et de l'excitation dans votre tête et dans votre corps avant de voir votre partenaire. Donc, les préliminaires, là, ils peuvent être très brefs parce que vous êtes déjà en état d'excitation avant même de toucher votre partenaire. Bon, mais quand un couple vit ensemble, forcément, les deux partenaires, ils sont pas 24 heures sur 24 en état d'excitation. Donc les préliminaires, ça sert à se mettre en phase à ce moment-là. Et donc ils sont essentiels, sinon l'homme il va pas avoir d'érection suffisante ou la femme va pas avoir de lubrification suffisante. Et donc ça peut faire mal ou ne pas se faire. Et cela dit, on peut très bien faire l'amour sans pénétration aussi. Et Daniel voulait également savoir si les préliminaires pouvaient provoquer une éjaculation précoce. Alors, je dirais, les préliminaires, ça va plutôt aider les hommes qui ont une éjaculation précoce. Ils ont tendance à retarder l'éjaculation à une condition, c'est que ce soit des préliminaires bien adaptés. Alors, je m'explique. Pour ne pas avoir d'éjaculation précoce chez un homme, il faut que sa partenaire, donc une femme, fasse des caresses préliminaires à son partenaire et des caresses non sexuelles pendant un bon moment. Donc les caresses non sexuelles, c'est des caresses sur le visage, sur les épaules, le dos, les bras, les jambes, les pieds. Donc les préliminaires non sexuels, ça pour intérêt de faire diffuser l'excitation sexuelle. Au lieu d'avoir une excitation sexuelle qui est concentrée comme une boule, si on peut dire, sur le pénis, la zone génitale, eh bien cette excitation, hop, elle diffuse à tout le corps entier et ça permet de retarder l'éjaculation après la pénétration. Je dis souvent à mes patients, c'est comme s'il y avait un volume qui était sous pression. Et quand il explose, c'est l'éjaculation. Si vous avez un volume comme ça, la pression, elle est très vite forte. Si ce volume, c'est tout votre corps, vous avez pas mal de temps devant vous. Alors, bien sûr, si ce sont au contraire des préliminaires très sexuels, donc des caresses de la zone sexuelle, ça va plutôt accélérer la survenue de l'éjaculation. Très bien, docteur. Une question à présent de Maury de Conakry. Bonjour, est-il possible pour une femme de voir ses règles en début de grossesse?
Non, une femme ne peut absolument pas avoir de règles en début de grossesse, c'est pas possible. Les règles, c'est ce qui suit une ovulation et donc quand il n'y a pas eu de grossesse. Mais en début de grossesse, il peut y avoir des saignements qu'on peut prendre pour des règles. Donc c'est un petit peu de ça dont on parle. Et donc quand on a le moindre doute, il faut faire tout de suite un test de grossesse pour savoir si vraiment il y a une grossesse. Parce que c'est pas normal d'avoir des saignements en début de grossesse. Si on en a, il faut consulter. Et c'est important de manière à savoir si quelque chose se passe mal en début de grossesse. Ça peut être un début d'une fausse couche par exemple, ça peut être autre chose. Donc il faut vraiment pas rester sur un saignement si on est certaine d'être enceinte. C'est plutôt une urgence à traiter, il faut pas attendre. Très bien, docteur. J'ai là la question d'une maman qui s'inquiète pour sa fille. Je trouve ça trop mignon. Elle dit, je suis maman de Coralie, 17 ans. Si ma fille a ses premiers rapports sexuels avec un garçon pour qui c'est aussi la première fois, est-ce qu'elle risque quand même de contracter une infection sexuellement transmissible? Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Il n'y a pas que les mamans qui se la posent. Les jeunes se demandent si c'est ma première fois et si pour lui c'est sa toute première fois. Finalement, on n'a pas de risque puisque, eh bien, en fait, même quand c'est la toute première fois pour deux partenaires, on peut se transmettre une infection sexuellement transmissible. Par exemple, l'herpès, qui se transmet du peau à peau. On peut très bien ne jamais avoir eu de rapport sexuel et avoir quand même le virus de l'herpès dans son corps. De l'herpès génital, c'est possible, mais aussi de l'herpès buccal, et donc il peut se transmettre au niveau génital. De même pour l'hépatite B, c'est un virus qui se transmet sexuellement, mais il se transmet aussi par le sang. Donc un jeune homme qui n'a jamais eu de relation sexuelle, il peut avoir le virus de l'hépatite B et le transmettre. Moi, je me souviens du cas à l'hôpital, quand je travaillais à l'hôpital, une jeune fille qui avait une hépatite B grave, et on avait fait un dépistage à son partenaire. Il avait une hépatite B et il l'avait contracté où? Il était interne en pédiatrie, donc c'était dans le service de pédiatrie en se piquant par accident, qu'il avait contracté l'hépatite B. Donc c'est pas une question d'avoir eu des rapports sexuels forcément. Et puis le VIH, SIDA, moi j'ai connu une jeune fille qui était séropositive pour le VIH. Et en fait, elle était vierge, elle n'avait jamais eu de rapport sexuel. Pourquoi? Parce que sa maman lui avait transmis le virus du sida au moment de l'accouchement. Alors bien sûr, elle était terrorisée par sa première fois parce qu'elle disait mais je vais être obligée de le dire, c'est quand même correct. Bon, bien sûr, maintenant on traite les femmes séropositives enceintes et la plupart du temps leur enfant n'a pas le virus du sida. Et puis, mais quand même, tout ça pour vous dire que même une toute première fois, il faut mettre des préservatifs pour se protéger. C'est très important. Ouais. On comprend très bien la préoccupation de cette maman. Et là, moi, j'ai une question qui me vient. Si un jeune homme ou une jeune femme nous dit que c'est sa première fois, comment vérifier ses dires? Est-ce qu'il y a moyen de savoir si c'est vrai ou pas? Vous avez raison, quand un jeune homme ou une jeune fille dit « moi c'est ma toute première fois », vous pouvez pas savoir si c'est vrai. Alors je parle même pas de mensonge, parce que évidemment il peut y avoir des personnes qui mentent, parce qu'elles ont un peu honte, elles n'osent pas dire ce qui s'est passé, etc. Mais il y a aussi des personnes qui ont des rapports sexuels sans pénétration, par exemple, et qui vont dire « j'ai pas vraiment eu de rapport sexuel, mais l'herpès il peut très bien se transmettre comme ça », par exemple, les papillomavirus aussi, par exemple. Donc il faut pas réfléchir pour la première fois. Les préservatifs, ça doit être automatique. Je trouve que c'est comme le clignotant en voiture. Pour moi, je connais plein de personnes, dont mon père, qui dit non, je mets pas mon clignotant, il y avait personne. Je lui dis oui, il y avait personne derrière, mais il y avait peut-être un piéton qui voulait traverser. On ne doit pas réfléchir, on met son clignotant. Quand on tourne, même si vous êtes sur une route déserte, pourquoi? Parce que comme ça, c'est un réflexe. Vous êtes quand même attentif au reste parce que vous avez l'habitude. Là, c'est pareil. Il faut pas se poser de questions et si ceci et si cela. Non, on met un préservatif automatiquement. Si on veut arrêter, il faut faire des tests de dépistage mutuel et se promettre fidélité. Et pas seulement se promettre fidélité, c'est être réellement fidèle. Bon, mais ça, c'est encore une autre question. Alors, bien sûr, si on a fait des tests, si on veut un bébé, si c'est la toute première fois, pourquoi pas ne pas mettre de préservatif? Mais c'est quand même un peu une situation assez rare, je pense. Oui, je suis bien d'accord. Nous avons à présent une question de Jean de la République démocratique du Congo qui dit « Souvent, mon épouse a du mal à avoir un orgasme. Comment faire pour que ce soit plus régulier ?»
Ça, c'est une question assez fréquente, hein. Les hommes qui disent ma partenaire a pas d'orgasme aussi souvent que moi, comment faire pour l'aider? C'est plutôt sympathique qu'un homme s'intéresse à sa partenaire. Et donc mon conseil, déjà, si une femme n'a pas un orgasme à chaque fois, c'est de lui demander si ça la dérange, si elle est frustrée ou pas. Parce qu'il faut bien voir que en moyenne, les femmes ont un orgasme plutôt une fois sur deux, alors que les hommes c'est quasiment à chaque fois. Et pour la plupart, ça les dérange pas spécialement. Alors il y a des femmes qui disent moi j'ai pas d'orgasme à chaque fois et je peux quand même avoir beaucoup de plaisir et je suis très satisfaite de mon rapport sexuel, je me sens très bien. Donc est-ce que c'est forcément la peine de se forcer à chaque fois? Je dis ça parce que j'ai connu un couple qui m'a énormément appris, on peut dire, hein. Le monsieur, il disait, je veux absolument que ma femme ait un orgasme à chaque fois. Et puis un jour, sa femme lui a dit, oh là là, c'est pas facile d'être une femme. Des fois, pour avoir un orgasme, il faut que je me concentre et ça a du mal à venir et c'est vraiment fatigant. Et ce monsieur m'a dit, je me suis rendu compte que je mettais la pression sur ma femme. Je me disais, je veux être un bon amant, il faut qu'elle ait un orgasme. Et depuis cette époque, il m'a dit maintenant je n'insiste pas si ça vient pas. Et finalement, elle est bien plus épanouie sexuellement, elle est plus détendue. Et donc, c'est quand même important de poser cette question. Très bien. Merci beaucoup, docteur. C'est ici que s'achève le 10e épisode de notre émission Santé intime. Nous espérons que vous aurez appris des choses qui vous seront utiles. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet. À bientôt, docteur Solano. Au revoir Henriette et au revoir à tous nos téléspectateurs.